Vous écoutez le podcast de Collection Miwa. Bienvenue sur le podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à côté de Nancy avec le photographe Denis Aubry. Denis Aubry est auteur et a édité plusieurs livres dont À la SCAC, il va me corriger tout à l'heure, Ouvrons les portes et Crazy Nature. Bonjour Denis. Bonjour Julien. Alors la première question, Denis, qui es-tu ? Oh là. Eh bien, Denis Aubry, je suis originaire de Lorraine. D'ailleurs, j'habite toujours en Lorraine. J'ai été expatrié pendant pas mal d'années, notamment en Afrique. Alors, pas au Bénin, mais plutôt sur l'Afrique centrale. Et bon, effectivement, je fais de la photographie depuis le début des années 80, 1981 pour être plus précis. J'étais enseignant, maintenant je suis retraité, mais j'étais enseignant spécialisé. Et donc j'ai commencé la photographie par un petit club photo à l'école normale de Maxiville. Oui, donc je suis auteur-photographe depuis maintenant 6 ans, mais je pratique la photo depuis bien plus longtemps. Donc j'ai officialisé un petit peu ce hobby. Et maintenant que je suis à la retraite, eh ben je m'y consacre maintenant pas à 100%, mais presque. Quoi dire d'autre ? Quel type de photo pratiques-tu ? Alors, c'est très varié, c'est très très varié. C'est vrai que j'ai eu une époque où je travaillais beaucoup sur des graphismes à partir d'éléments naturels. Et puis, petit à petit, par les voyages, j'ai pris goût un petit peu à la photo naturaliste, notamment un petit peu à la photo, tout ce qui est photo animalière. Mais bon, j'ai fait encore des paysages, encore un petit peu de graphisme. Et puis un peu de photos aussi, entre guillemets, ethnographiques, puisque je vais maintenant assez souvent en Mongolie, dans l'Altaï. Et là, plutôt que d'être au contact direct avec la nature, le plonger dans la nature, c'est plutôt des partages avec les Kazakhs qui vivent là-bas. Donc là, j'ai rassemblé une grosse collection de photographies sur plusieurs saisons. Donc une thématique un petit peu différente, qui j'espère un jour deviendra d'ailleurs un ouvrage. Ok. Tu nous disais être enseignant spécialisé et dans ce cadre, tu as vécu plusieurs expatriations. Dans quel pays ? Tu peux nous en parler un peu ? Alors tout a commencé par le service militaire, puisqu'on était soumis au service militaire. Bon, ne voulant pas faire le service militaire armé, nous avions à l'époque, dans les débuts des années 80, nous avions la possibilité d'exercer notre métier dans ce qu'on appelait le service national actif. Bon. Et en tant qu'enseignant, donc, je suis parti au Gabon, et donc 2 ans, plutôt qu'1 an. Et donc j'ai exercé mon métier d'enseignant dans ce qu'ils appellent des écoles conventionnées. Et puis là-bas, bon, j'ai eu des petits problèmes de santé, donc j'ai été rapatrié, mais j'avais chopé ce qu'on appelle le virus du voyage. Les quelques mois que j'avais passés au Gabon, j'étais tombé amoureux de ce pays, et donc j'ai fait des pieds et des mains pour y repartir. Donc je suis reparti comme contrat local. Après, j'y suis reparti à nouveau, toujours au Gabon, en tant qu'expatrié pour la mission Ligue française. J'ai travaillé sur le chantier du Transgabonais. J'y suis retourné encore après comme coopérant. Je suis parti aussi au Nigeria, toujours pour la mission Ligue française, pour la société Sogea. Et puis aussi en Roumanie. Alors c'est différent de l'Afrique. Donc dans les années 90, j'ai travaillé pour la société Citroën là-bas. Pas en tant qu'enseignant du coup. Si, toujours en tant qu'enseignant. Bon, le principe de la mission française, c'est alors il y a plusieurs, ils ont plusieurs créneaux. Soit ils ont des écoles style Alliance française, mais une de leurs spécialités, leur spécificité, enfin à l'époque, un peu moins maintenant, c'était d'ouvrir des écoles sur les grands chantiers du monde. Et donc, ils recrutaient des enseignants pour tenir les écoles de ces expatriés. Donc c'était très intéressant parce qu'en général, ces chantiers se situant dans des régions assez isolées, oui, on peut découvrir pas mal d'aspects des pays, quoi. Et puis ça ouvre aussi pour un enseignant, ça ouvre sur un autre monde.
le monde des grands chantiers. Mon expérience du Transgabonais, par exemple, était vraiment, vraiment très intéressante. C'était à l'époque un des plus grands chantiers du monde, et faire passer un train à travers la forêt équatoriale. Bon, maintenant, avec le recul, on peut réfléchir sur les problèmes environnementaux que ça a créé, mais bon, ça m'a permis aussi de découvrir un autre monde, et puis aussi d'être un peu plus au contact avec les populations de l'intérieur du pays. Tu avais un accès privilégié, j'imagine, avec cette première mission. C'est-à-dire... En fait, là, je réfléchis en tant que photographe et je me dis c'est intéressant parce que du coup, avec cet accès privilégié, tu as pu faire des photos assez incroyables qui n'est pas... Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Alors bien sûr. Bon, par exemple, les chantiers de Transgabonais, il y avait plusieurs bases. Moi, je travaillais sur plusieurs bases. J'allais d'une base à l'autre avec un petit avion qui passait l'équateur. D'ailleurs, j'ai battu mon record du passage de l'équateur, parce qu'il y en a un qui était au nord et l'autre au sud. Et oui, effectivement. Mais à cette époque-là, dans les années 80, je n'avais pas le même regard, pas du tout le regard du photographe. Bon, j'utilisais un appareil argentique avec toutes les difficultés qu'on peut avoir pour s'approvisionner en pellicule, etc., avec les problèmes d'humidité, le matériel qui souffrait énormément. Mais c'était plus... Je prenais énormément de photos dans les villages, par exemple, pour témoigner à mon retour en France pour mes futurs élèves, leur montrer un petit peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu découvrir. Et c'est petit à petit, un petit peu plus tard, notamment lors d'une mission militaire en Éthiopie, que en montrant mes images, que des personnes m'ont encouragé à les montrer, à les diffuser lors d'expositions. Les albums sont venus bien après. Mais et c'est là que j'ai changé de matériel. Je me suis un petit peu plus... je suis passé déjà au numérique, et mon regard a complètement changé. C'est plus maintenant, je vais plus faire des photographies dans l'optique de témoigner pour du grand public, par des diaporamas, des projections conférences, des albums, des articles dans des revues spécialisées, et puis des expositions, bien sûr. On n'a pas trop l'habitude de parler matériel dans ce podcast, mais ça m'intéresse parce que je n'ai pas encore eu d'interview de photographe ayant fait de l'argentique. Si, Sylvain, je crois, la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé ton regard ? C'est le fait de passer au numérique et de faire plus de photos, ou c'est toi personnellement qui t'es plus impliqué ? Parce que l'argentique limitait quand même le nombre de prises de vue, surtout comme tu le dis avec les problèmes d'approvisionnement en pellicule. Bien sûr. Bon, le changement de matériel, c'est vrai que ça fait énormément. Déjà parce que ça coûtait très cher. Mon premier boîtier, il m'a coûté un mois de salaire. C'était un boîtier fin Nikon, donc semi-automatique. Je me suis fait un cadeau d'un objectif d'un photographe professionnel qui était un 43-86. C'est un format un petit peu particulier que je garde toujours d'ailleurs, vraiment comme un objet symbolique de cette époque. Mais par exemple pour la photo animalière, j'en ai fait très peu parce que je n'avais pas du tout les moyens financiers pour m'acheter du matériel, des longues focales pour ça. Je me souviens par exemple, j'avais acheté un zoom Tokina qui était un 80-200. Et les photos sont assez catastrophiques déjà parce que c'est du matériel de très mauvaise qualité, puis la focale n'était pas, bien entendu, pas du tout adapté. Donc le numérique a permis déjà, parce que c'est beaucoup plus accessible, m'a permis effectivement de pouvoir acquérir des focales beaucoup plus intéressantes, quoique mon objectif fétiche maintenant c'est un 300 mm Nikkor qui date de 1987, qui fonctionne toujours, et qui est super costaud, très lourd, mais qui permet aussi de pouvoir aborder ce type de focale dans des tarifs qui sont abordables. Après, l'argentique avait ses gros soucis effectivement pour s'approvisionner en pellicule. Maintenant, je suis en train de scanner mes vieilles diapositives. Il y a près de 40 ans de diapositives qu'il faut que je sauvegarde, que j'essaye de restaurer aussi.
Bon, je vois par exemple tout ce qui était Kodachrome, ont à peu près tenu, mais tout ce qui est Fuji, par exemple, c'est une véritable catastrophe, d'où la nécessité de sauvegarder, de numériser très, très rapidement. Bon, le matériel souffrait aussi, parce que quand il fait plus de 98% d'humidité, mes objectifs argentiques sont bourrés de moisissures, de champignons. Les pellicules souffraient. J'ai aussi des gros soucis parce que j'ai traversé le Sahara. Là, on ne pouvait pas vérifier tout de suite, comme on peut faire maintenant sur l'appareil photo, ce qu'on avait pris. Et j'ai eu la désagréable surprise, un mois de traversée d'Afrique, en rentrant, de m'apercevoir que plus de 50% de mes photos étaient surexposées. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le Sahara, j'avais des petits grains de sable qui avaient bloqué le réglage du focus de mon objectif. Et ça, je ne pouvais pas le voir. Alors c'est sûr que maintenant, le numérique a cet avantage. Le désavantage, c'est quand, plutôt que de revenir avec 1000 photos, on revient avec 5000 photos, 6000 photos. Et après, Julien, je pense que tu dois savoir ce que c'est. C'est tout un travail de stockage, tout un travail de tri, de sélection qui est très difficile. Après, le regard, bien entendu, le matériel va permettre de faire autre chose, par exemple de passer à l'animalier. Mais lorsque l'on a l'objectif de partager avec du grand public, et de partager sur différents supports, que ce soit de l'image exposée, du tirage, que ce soit du diaporama, un article, un album, il faut déjà avoir ça un petit peu dans la tête. Lorsqu'on prend des photographies. Si on veut faire un article, par exemple, j'ai fait un article sur le renard arctique d'Islande. Au bout d'un moment, on a dans la tête, il faudrait peut-être avoir telle position, avoir le renard dans son terrier, avoir de façon à enrichir un petit peu ce qu'on présentera dans l'article. Alors que lorsque on veut juste ramener des souvenirs, on va être moins pointu là-dessus, quoi. Tu prépares plus tes voyages alors ? Alors, préparer les voyages, oui. En général, je le fais un peu moins maintenant. Il faut dire qu'avec ce qu'on vit en ce moment, c'est un peu difficile. Ah, mais là, on prépare rien du tout. Là. Mais en général, oui, je m'y mets un an à l'avance. Mais maintenant, c'est un petit peu particulier parce que j'ai beaucoup voyagé seul, ce qui me donnait beaucoup de liberté, mais qui a un côté extrêmement frustrant, c'est que on ne peut pas partager, on a beaucoup de choses dans la tête, et l'image n'est pas suffisante pour partager un petit peu tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a vécu. Donc maintenant, je voyage avec ma compagne, qui m'a attiré d'ailleurs sur d'autres régions, plutôt sur le Grand Nord, la Scandinavie, l'Alaska, la Sibérie, la Mongolie aussi. C'est peut-être moins le Grand Nord, mais là, on a un gros coup de cœur pour l'Altaï mongol. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. On parlait de la préparation des voyages. Oui, donc maintenant, alors c'est un espèce de petit jeu que j'ai avec ma compagne. Elle me lance des sortes de défis. Alors, merci Arte. Voilà, suite à un reportage. Par exemple, une fois, il y avait un reportage sur Glacier Bay. Elle m'a dit, on y va. Ok, d'accord. C'est en Alaska. Moi, j'étais beaucoup plus sur l'Afrique. Le Grand Nord, c'est pas trop mon truc. Eh bien, pendant un an, j'ai préparé. Alors, bien entendu. Internet est un outil fantastique. J'ai beaucoup lu. J'ai été sur des forums, des échanges, avoir des conseils. Et puis, on a pris l'avion, on a loué une voiture, et puis on n'a pas pu aller à Glacier Bay pour des petits soucis locaux, mais par contre, on a fait l'Alaska, on a été comme sur des glaciers, pas ceux qu'on prévoyait, mais on y est allé, on a été dessous les glaciers, et voilà. Alors c'est assez extraordinaire parce que elle me lance des défis comme ça un peu qui semble un petit peu impossible, parce que lorsqu'on voit un grand reportage, on se dit ouh là là, ils ont dû en chier pour préparer tout ça, pour aller là-bas, ça va être difficile. Et puis finalement, non, on y arrive toujours, avec plus ou moins d'aventure, bien sûr, mais on y arrive toujours. Donc tu as passé pas mal d'années en Afrique. Ta compagne, on va presque dire qu'elle t'oblige à changer de continent, aller en Alaska. Et finalement, ton premier livre, il est en Alaska.
Oui. Elle m'oblige, non, parce qu'elle m'a fait découvrir, et maintenant je suis tombé aussi amoureux du Grand Nord. Hein. On a fait l'Islande, on a fait tous les pays scandinaves, l'Alaska, la Sibérie. Je rêve d'aller encore plus au nord dans la Sibérie, chez les Yakoutes. Bon, je suis un passionné de guimbarde, donc c'est les meilleurs joueurs de guimbarde du monde. Et non, alors c'est sûr, c'est complètement différent. Mais surtout, moi, ce que j'apprécie là-bas, quand j'étais en Afrique, je suis tombé amoureux du Sahara, notamment du Hogar. Et dans le Grand Nord, ce sont aussi des immensités. Et puis, ce qu'on aime bien tous les deux, c'est se retrouver seul, enfin seul à deux, quoiqu'on est rarement vraiment seul, mais vraiment se retrouver isolé dans ces grandes immensités. Et là, les rencontres animalières sont vraiment assez fantastiques. Mais l'Afrique, oui, c'est une période de ma vie. Ça n'attire absolument pas ma compagne. Bon, elle n'y est jamais allée. Donc peut-être qu'elle aussi aura ce virus un jour. Mais pourquoi pas. Bon, notamment, on parlait tout à l'heure de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que je connais assez peu l'Afrique de l'Ouest. Mais ça m'attirait pas mal. En sachant aussi pertinemment que l'époque où j'ai traversé l'Afrique dans les années 80, ce n'est pas l'Afrique, notamment tout ce qui est Afrique de l'Ouest, Sahel. Il y a quand même des petits problèmes de sécurité actuellement qui réfrènent un petit peu. Hein. Et même le Gabon, qui est un pays extrêmement sûr, où j'ai passé quand même 6 ans de ma vie, les témoignages que j'ai, ça devient un petit peu difficile au niveau sécurité. Bon, mais il y aura certainement une occasion. Denis, il me semble que tu étais au Bénin dans les années 80. Tu as fait plusieurs photographies et l'une d'elles a été sélectionnée pour les finalistes d'un concours qu'on a organisé avec les éditions Miwa dans la catégorie tradition, lifestyle. Tu peux nous parler de cette photographie ? Voilà. Alors c'est une petite fille, je l'appelais la petite fille des Tatas. Alors le Bénin, c'est 1986. Alors c'est un petit peu le hasard. J'avais décidé, j'étais en fin de contrat et je ne voulais pas quitter l'Afrique sans découvrir un petit morceau d'Afrique de l'Ouest. Et donc, comme on m'avait énormément parlé du Togo, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour au Togo. Et puis l'occasion s'est présentée en cherchant ces fameux tatas. On m'a fortement conseillé d'aller voir au Bénin, dans le nord Bénin, ces fameux tatas. Alors, ça n'a pas été très facile parce que là, je n'avais rien préparé du tout. J'ai un peu préparé pour le Togo, mais rien préparé du tout pour le Bénin. Et bon, mais vu l'accueil des Béninois, l'hospitalité de Béninois, donc je suis arrivé dans un village de tatas, il y a à peu près une dizaine de tatas. Et là, une famille m'a reçu, m'a fait visiter son tata. On a partagé un petit moment ensemble. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas les tatas, ça ressemble à des petits châteaux forts hein, en terre. Et sur la terrasse se trouvent des petites cases qui servent plus ou moins de chambre. Et il y a une petite fille de cette famille qui a voulu absolument me montrer sa chambre, entre guillemets. Et donc elle est rentrée dedans, elle est ressortie. C'est là que j'ai fait cette fameuse photographie. En 86, donc. 1986, oui. Alors pour connaître le Bénin, j'imagine que ça a dû pas mal changer. Et je t'avoue que je t'envie beaucoup d'avoir pu vivre les années 80 en Afrique. C'est un continent qui avance très vite et... Moi, je t'envie d'y retourner parce que... Oui, mais ça, toi, tu peux le faire. Tu peux encore y aller. Alors que moi, par contre, y aller, mais dans les années 80, ça va être très compliqué. Oui. Ce qu'il y a, c'est que, oui, c'est sûr que... Bon, j'ai encore quelques amis des anciens d'Afrique. D'ailleurs, j'ai quitté... Enfin, mon dernier séjour en Afrique, c'était en Éthiopie en 1997. Pour cette fameuse mission humanitaire, mais j'ai quitté définitivement le Gabon en 1995. Et depuis 1995, on est à peu près une dizaine d'anciens du Gabon. On se retrouve tous les ans, on en parle. Il y en a certains qui y retournent encore assez régulièrement.
Et ça me tenterait bien un jour d'aller les suivre. Et puis Mais le gros problème, je l'ai vu notamment avec la Roumanie. J'ai connu la Roumanie sous le régime de Ceausescu. Donc c'est une ambiance extrêmement particulière, hein, surtout quand on y vit. J'ai même épousé une Roumaine là-bas, et ce qui m'a posé pas mal de soucis. Et lorsque j'y suis retourné, bien après la Révolution, c'était plus du tout la même ambiance. La mentalité des gens avait énormément changé. Bien entendu, pour eux, ils vivent une période beaucoup plus positive. Mais lorsqu'on a découvert un pays à une certaine époque, dans certaines conditions, on imagine toujours qu'on va le retrouver le même. Et je sais que Libreville, par exemple, ce qu'on m'en a rapporté, ce que je peux regarder sur Internet, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu y découvrir. Je vois, par exemple, lorsqu'on allait à l'hôpital Schweitzer à Lambaréné, c'était une expédition. Il n'y avait pas de route goudronnée, c'était des pistes, il fallait prévoir l'essence, il fallait prévoir l'eau. Enfin bon, bref, c'était une petite expédition et on passait à travers les pistes de la forêt. Bon, maintenant, j'ai découvert sur Internet qu'il y avait une magnifique route qui vous amenait pratiquement jusqu'à l'hôpital Schweitzer, bien goudronnée. Je vois tous les Gabonais avec leur téléphone portable. Ça n'a plus rien à voir. Alors, bien entendu, je dis pas ça de façon négative. Hein, il faut qu'ils évoluent. Mais on garde toujours une image. Et bon, des fois, on a l'impression qu'on va retrouver la même chose. C'est qu'une personne que vous n'avez pas vue depuis 30 ans, eh bien, vous vous dites, je vais la rencontrer. Non, cette personne a 30 ans de plus, déjà physiquement, et puis va avoir une mentalité différente. Donc les tatas, je ne sais pas ce que sont devenus ces fameux tatas. Alors moi, je les connais en version 2010, et c'est vraiment très sympa. Après, je les connais pas en version années 80, mais ça m'intéresserait, un de ces quatre, de regarder tes photos et de comparer avec les miennes, un peu de discuter de tout ça. Ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Alors j'ai quelques photos que je pose à tous les photographes, quelques questions que je pose aux photographes que j'interviewe. Alors la première, c'est, est-ce que tu te rappelles de ta toute première photographie ? La toute première. Alors, peut-être même si tu étais enfant, que tu avais 10 ans, est-ce que tu te rappelles la toute première ? Oui, à peu près une dizaine d'années, effectivement. Je me souviens, j'étais boy scout. Voilà, la question est sympa parce que ça amène toujours d'autres discussions. Ouais. Et on était partis donc avec la troupe, on était partis dans les Vosges, côté alsacien des Vosges. Et puis ma mère m'avait prêté son appareil photo en bakélite. Elle m'a demandé plus la marque. En bakélite. Oui, j'ai fait une parenthèse, c'est quoi ? C'est l'ancêtre du plastique. D'accord. Oui. Et d'ailleurs, j'essaye depuis un petit temps de récupérer cet appareil. Alors c'est un appareil grand public qui n'a pas une grande valeur vénale, hein, mais on en trouve encore pas mal. Mais c'est encore des rouleaux, et c'est un rouleau de 12 photos. Voilà, donc elle me l'avait prêté, et donc j'avais 12 photos. On était partis 15 jours, je pouvais faire que 12 photos. Alors j'ai pris les copains, bien sûr, et puis je me souviens pas des copains, mais par contre je me souviens d'une photo que je dois avoir, qui doit traîner dans mes cartons, une photo d'un château, de ruines de château, donc en noir et blanc, bien entendu. Alors une horreur, bien entendu. Et alors je ne sais pas si c'était la toute première, mais c'est celle dont je me souviens, et j'étais très fier. Et j'avais utilisé tout le rouleau. Voilà. 12 photos, on faisait très attention à ce qu'on photographiait à cette époque. Oui. Et c'est d'ailleurs, pour en revenir, j'ai eu cette chance, c'était un petit peu une tradition à l'époque, on pouvait le faire. Quand on finissait un contrat au Gabon, on revendait notre billet d'avion et on rentrait par la route. Et donc j'ai eu la chance de le faire. Et donc on est parti, ça a duré 1 mois et demi. C'était une espèce de Libreville, pas Paris-Dakar, mais Libreville-Paris. Et quand je vois tout ce qu'on a pu découvrir, tout ce qu'on a pu voir, parce que là on traversait la moitié de l'Afrique, je me dis, si j'avais un numérique,
Déjà, je n'aurais pas gâché la moitié des photos, mais surtout, il y a des tas de choses que j'ai dans la tête et que je n'ai pas photographiées et qui seraient maintenant des documents. Je me souviens, par exemple, chez les Touaregs, on a passé plusieurs jours avec des Touaregs. Alors, j'ai des images, bien entendu, mais il y avait tellement de choses. Bon, c'est difficile d'en parler, mais les montrer, ça a été vraiment, vraiment extraordinaire. Et ça, mais d'un autre côté, être limité en images, ça forçait à l'époque de faire très attention à tous les réglages, par exemple. Je vois des gens maintenant qui achètent des super réflexes Thermicry. On met déjà en mode automatique. Bon, et puis on mitraille en se disant, bon, il y en aura bien une qui sera bonne. Oui, d'accord, ok. Bon, quand il fallait compter ces photos, et puis qu'on ne peut pas travailler en tout automatique, fallait faire très attention parce qu'une photo ratée, c'était une de moins. On avait des pellicules, le grand maximum, c'était quoi? C'était 25 poses. Il fallait échanger tout le temps. Et il fallait échanger aussi parce que des fois, entre 125 ASA et puis 500 ASA, si vous vouliez changer votre pellicule, il fallait la rembobiner, il fallait repérer le nombre d'images, il fallait se mettre dans un coin sombre pour surtout pas gaspiller la pellicule, il fallait rechanger. Enfin bon, bref, c'était... Donc on faisait effectivement très attention et une photo, elle était, on essayait de la soigner. C'est pareil au niveau des objectifs. Maintenant, on a des zooms qui permettent, en restant pratiquement immobile, de se rapprocher, etc. Là, non, il fallait cadrer. Enfin, c'était une technique complètement différente et qui faisait qu'on apprenait à travailler son image. Avec quand même le souci, c'est que souvent, surtout dans des conditions comme ça, on voyait les photos un mois, quelquefois un mois et demi ou 2 mois après l'avoir prise. Bon. Mais là, je diverge. Tu faisais quoi de tes photos argentiques? Exposition? Alors, au départ, j'en faisais pas grand-chose. J'en faisais des diaporamas que je passais à mes amis. Et c'est eux d'ailleurs qui m'ont encouragé à les montrer à des plus grands publics. Mais on n'ose pas au départ. On est toujours un peu timide. Je faisais quelques petits tirages pour montrer à mes élèves. Je fais une exposition par exemple sur des potiers du Nigeria. J'en faisais pas grand-chose. Elles sont dans des boîtes là, bien rangées. Mais non, c'est bien plus tard, encouragé par des amis, que j'ai commencé. La première exposition, c'est au bureau de poste de Maxéville. Voilà. Bon, il y avait une grille parce que c'est tout petit. Et le postier était tellement en admiration que je me suis dit bon, on va peut-être continuer. Est-ce que tu te souviens de la photo? Enfin, tu nous parlais tout à l'heure de la première photo dont tu te souviens où tu avais une dizaine d'années. Donc j'imagine qu'après tu as continué de faire des photos, mais est-ce que tu te souviens de la première photo où tu t'es dit bon, ça y est, je suis photographe, je vais m'investir là-dedans? Quel a été le déclic à un moment où tu es passé du stade de photographe amateur à photographe, je vais pas dire professionnel, mais engagé? Oh là. Disons que le terme de photographe, quand on dit Denis, tu es photographe, ça me gêne toujours, parce que pour moi, un photographe, c'est un photographe professionnel. Bon, il y a des statuts officiels. Moi, officiellement, je suis auteur photographe. Bon, c'est un statut qui est bien pratique. C'était surtout pour officialiser un petit peu, régulariser aussi un petit peu ma situation, parce que lorsqu'on fait des ventes et tout, bon, on n'a pas envie d'avoir des soucis avec les impôts et tout. Donc, j'ai pris ce statut. J'ai essayé d'être auto-entrepreneur, mais bon, mon ancien employeur à l'Éducation nationale m'a vite découragé. Photographe... Au départ, d'ailleurs, quand j'ai commencé, je présentais mes boîtes de diapositives en disant, voilà, j'ai une banque d'images. J'étais plutôt détenteur d'une banque d'images.
Et si vous voulez une image de Bouiti du Gabon, si vous voulez une image de Touareg du Niger ou je ne sais pas quoi, bon ben voilà, j'en ai, vous pouvez les utiliser. C'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Des associations, on a fait par exemple une exposition sur les femmes du monde. Bon ben, on m'a demandé, j'ai cherché dans mes boîtes, voilà, j'ai sorti toutes les diapositives de Thaïlande, d'Afrique, enfin d'un petit peu partout. Et puis on a fait une petite exposition à partir de là. Donc c'était plutôt ça, pourvoyeur d'images, quoi. Photographe, je ne suis pas très technique, je suis encore très malhabile, je ne maîtrise pas encore notamment tout ce qui est lumière, tout ce qui est photo d'intérieur par exemple. Ça c'est pourtant j'ai fait des stages studio. Ça m'intéresse pas déjà, mais des fois je suis quand même un petit peu embêté. Surtout que le matériel maintenant, parce qu'on dit ouais tu montes les ISO et tout, oui d'accord. Bon, mais l'utilisation du flash c'est pas. Enfin tout ça pour dire que la technique c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce que j'ai dans le viseur, c'est ce que je vois, et puis essayer sur cette image en 2 dimensions, d'essayer de témoigner de ce que j'ai vu, tout en restant toujours dans cette fameuse 2 dimensions. D'ailleurs, une petite parenthèse, ma compagne s'est mise à la vidéo, et ce qui fait que maintenant, ça enrichit, à la vidéo et la prise de son, ça enrichit un petit peu. Parce que on peut maintenant mêler l'image fixe avec l'image animée, et puis le son qui est important. Comme je dis toujours, il manque l'odeur. Bon. Et ça, c'est... oui, quand est-ce que je... disons que... la photographie, c'était plutôt un support, c'est devenu un petit peu un hobby à partir du moment où ces fameux amis m'ont dit montre tes images. Et ça a marché, bon, tant mieux. Ça a commencé par des photographies d'Éthiopie, des portraits d'Afar d'Éthiopie. Et puis... on a commencé à m'en demander, j'ai eu un reportage France 3, j'ai eu quelques émissions radio, et puis tout ça, ça encourage, on se dit, oui, ça plaît, c'est intéressant, il y a un message qui passe, et puis au fur et à mesure, effectivement, le déclic aussi, mais ça tu dois le savoir, c'est à partir du moment où on arrête de chercher, je cherche un lieu pour exposer, je cherche une revue pour faire un article, et que vous arrêtez de chercher, mais on vous contacte, est-ce que tu voudrais nous faire une expo, est-ce que tu voudrais nous faire un article, est-ce que tu voudrais faire... là, effectivement, je pense qu'on passe à un autre cap. Mais la photo, là où je suis en train d'évoluer actuellement, c'est que je suis de moins en moins 100% photo. C'est-à-dire que j'utilise de plus en plus mes images, surtout que j'en fais de moins en moins, parce que déjà, on ne peut pas beaucoup bouger... en ce moment, donc ça c'est assez frustrant, parce que j'accumule des tonnes et des tonnes d'images qui blindent mon ordinateur, et puis je n'aime pas jeter, et j'estime que j'ai suffisamment d'images maintenant pour répondre à des demandes. Et ce que je fais plutôt maintenant, c'est que j'associe mes images à d'autres arts. Alors, par exemple, ma sœur est peintre, on a associé ses peintures avec mes photographies, je l'ai fait avec des sculptures. Là, les ouvrages qu'on a fait, la collection Poésie-Images, c'est issu d'expositions. J'ai un ami poète qui illustrait mes photographies dans l'exposition par des petits textes poétiques. On en a fait des livres, donc on associe l'image à la poésie. Là maintenant, j'associe l'image à la musique, on fait des spectacles. Donc on est sur un deuxième actuellement. On a une chorale, on a un orgue, on a des musiciens ethniques et à partir sur la projection des images. Pardon. Guimbarde également. Guimbarde, oui, bien sûr. Alors c'est pas moi qui en joue, si j'en joue un petit peu, mais bon, moi je suis fournisseur d'images, mais je préfère toujours laisser aux spécialistes. Là j'ai des amis artistes de tous horizons, et c'est vrai que en plus faire rencontrer là on sort de l'image, mais faire rencontrer des musiciens classiques avec des musiciens ethniques, on arrive à des choses absolument extraordinaires, et c'est plutôt ça que je suis en train de faire actuellement.
Et je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais donc on a le festival Voyage qu'on est en train de préparer. J'allais y venir. Voilà. C'est justement essayer de rassembler des artistes de tous horizons sur une thématique qui est le voyage, et avec aussi pour objectif, c'est que ces artistes se rencontrent. Il n'y a pas que des photographes, amateurs, professionnels, et bien qu'ils se rencontrent et puis qu'on puisse arriver à de nouvelles créations, à de nouveaux mélanges. Voilà, donc la photo, c'est vrai que je ne vais pas dire que je lève le pied, mais je m'oriente plus là-dessus, quoi, en tant que support. Qu'est-ce que je suis bavard. Tu peux nous donner les dates du festival approximativement, parce que pour ceux qui écouteront le podcast plus tard, on est au mois de fin décembre 2020. En pleine pandémie de Covid et rien n'est certain. Alors normalement, il devait se dérouler, la première édition devait se dérouler début mars 2021. Là, on a décidé un petit peu à contre-cœur de le repousser fin septembre. Alors les dates, on ne les a encore pas précisément parce que la majorité des animations se dérouleront sur la commune de Maxéville. La commune de Maxéville a eu la gentillesse de nous mettre à disposition de façon gracieuse la logistique et puis différents lieux pour des conférences, pour des expositions, pour des concerts. Et donc là, pour l'instant, on est en négociation sur une dizaine de jours. Donc on aura un week-end, on aura des grosses animations, et puis le reste de la semaine, il y aura des animations pour les enfants, les scolaires, et puis des expositions, bien entendu. Mais on aura aussi le musée du cinéma de Saint-Nicolas-de-Port, on a la Cité des paysages, et puis originalité, on a la Compagnie des ânes à Helmont. Voilà, ce sont des passionnés d'ânes, une petite association qui va organiser des voyages avec les ânes, et qui va... Alors, je ne vais pas tout dire, bien entendu, mais il y aura des petites étapes musicales, de contes, de différentes régions du monde, le tout avec des ânes. Voilà. Donc ça sera normalement la dernière semaine de septembre. D'accord. On vous tiendra au courant sur le site de Collection Miwa dès qu'on a les dates précises. Denis, donc je disais tout à l'heure, tu es auteur de plusieurs livres photos. Donc on va parler un petit peu d'édition. Alors, est-ce que tu peux me donner la bonne prononciation du nom de ton livre? Alakshak. Pardon? Alakshak. Et ça, tu peux nous en parler un peu de ce nom? C'est la langue locale en Alaska ou... Enfin, langue locale, ils sont américains en Alaska. Alors, Alakshak, c'est le nom Aléout, les Aléoutes. Alors, les îles Aléoutiennes, pour ceux qui vont regarder, se précipiter sur Internet pour regarder où se trouvent les îles Aléoutiennes, quand on regarde l'Alaska, il y a un petit chapelet d'îles qui se dirige vers l'Asie. Et donc, là vivait un peuple des Indiens, les Aléoutes. Il y en a pratiquement plus. Ils ont été les premiers colonisateurs de l'Alaska, c'était les Russes. Qui étaient intéressés par les fourrures, mais bon, pas du tout par les Aléoutes, donc on a bien massacré toutes ces personnes. Les Américains qui sont arrivés après, bon, n'ont pas fait non plus beaucoup de cadeaux. Mais donc, Alakshak, ça veut dire la Grande Terre ou la Grande Péninsule. Et donc, le nom a été repris et ça donnait Alaska. Voilà. D'accord. Mais pour mon album, j'ai voulu, plutôt que de l'appeler Alaska, d'ailleurs le sous-titre n'est pas très original, c'est The Last Frontier, puisque chaque État américain a une petite devise. Bon, je l'ai laissé parce que j'aime bien ce terme. Quand on va en Alaska, on est vraiment, oui, on a l'impression vraiment d'être au bout du bout, à être une frontière. Et pour l'instant, j'espère que ça va durer. Les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes, mais bon. Et j'ai voulu quand même remettre au goût du jour ce nom original, puisque bon, le côté amérindien est assez difficile à trouver dans l'Alaska actuel. Bon, il y a encore quelques villages d'Esquimaux, d'Inuits, pas dire Esquimaux, désolé pour eux, mais qui sont soit très difficiles d'accès, et puis... ils évitent les contacts avec les, entre guillemets, touristes, quoi.
D'ailleurs, l'album, il y a une petite, il y a un petit texte introductif qui explique un petit peu, assez succinctement, un petit peu justement les origines historiques de cette région. Alors pour parler plus édition, donc on disait tout à l'heure que tu as pas mal voyagé en Afrique pendant une vingtaine d'années a priori. Ça s'est étalé sur 20 ans. Disons, non, alors il y a deux choses. C'est que j'ai été expatrié, alors sous différents régimes, différents statuts. J'ai commencé par le service militaire, mais donc ça c'est une partie où j'ai vécu sur place. Bon, ça fait, si je continue là, ça fait 7-8 ans. Et puis le reste, je profitais que j'étais sur place aussi pour découvrir d'autres pays. Je fais à peu près, peut-être pas une vingtaine, mais à peu près pays d'Afrique. Pas trop l'Afrique de l'Ouest. Enfin, donc tu as beaucoup voyagé en Afrique, et puis là tu vas en Alaska et tu fais un livre. C'est quoi le processus? Est-ce que tu avais l'idée de faire un livre avant de partir? Est-ce que c'est en rentrant que tu t'es dit je vais faire un bouquin? Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Ah non, pas du tout. Disons le problème. J'aurais pu faire effectivement choisir faire un album sur l'Afrique. Bon, lorsque j'ai sorti l'album Alakshak, c'est en 2017, donc l'Afrique était déjà très loin. Bon, alors bien sûr, on peut toujours voir le côté vintage entre guillemets, mais je ne me sentais pas prêt à ressortir tout ça. Bon, peut-être que ça se fera un jour. Là, l'Alaska, tous les pays du Grand Nord, c'était beaucoup plus frais. La deuxième raison aussi, elle est purement pratique, c'est que avec le matériel que j'ai, le matériel argentique, c'était beaucoup plus facile. J'avais des images de meilleure qualité. Beaucoup plus de photographies pour pouvoir faire un tirage, que je voulais que ça soit il était imprimé chez Scourbiac, qui a comme une réputation d'être un très bon imprimeur, et je voulais avoir des images de très bonne qualité. Mes diapositives d'Afrique, elles ont besoin pas toutes, mais la majeure partie d'un gros travail de restauration. Il y a de la poussière, il y a des rayures, il y a des tas de choses. Certaines surexpositions, qu'on peut un peu corriger maintenant avec, je le nomme Photoshop. Donc on peut un petit peu rattraper, mais ça demande un travail énorme. Et puis cet album, je voulais aussi que ce soit un album naturaliste. Donc on est parti avec ma compagne donc un mois, on a essayé d'être au maximum en pleine nature, into the wild. Bon, pas comme dans le film, ça a mieux fini, mais je voulais témoigner un petit peu de cette aventure et puis toutes les rencontres animalières de ce voyage en Alaska. Bon, j'en ai sorti un avant sur l'Islande. Ça aurait pu être l'Islande. Mais bon, voilà, c'était 2017, c'était 2 ans après l'Alaska, c'était quelque chose de tout frais, quoi. Tu avais une idée du milieu de l'édition, des processus, de la technique avant de te lancer dans l'aventure? Tu as appris sur le tas, comme on dit? Alors, absolument pas. Absolument pas. Et déjà, j'avais le projet. Donc déjà, première chose, je trouve un éditeur. Bon, à l'heure actuelle, ceux qui cherchent des éditeurs, sauf Miwa, bien entendu, qui cherchent un éditeur, ils savent que c'est difficile. Bon, j'ai eu quelques éditeurs, dont un qui était intéressé par le projet. Donc j'ai fait des maquettes, je lui ai présenté. Ça a duré 1 an. Les rendez-vous n'étaient jamais pris, on s'est vu, oui, non, je vais réfléchir, oui, non. Au bout d'1 an, j'étais sélectionné pour le festival de Namur, et donc j'ai fait une exposition sur le Pigar Gatelle Blanche d'Alaska, donc je voulais absolument que cet album soit présenté au festival de Namur. C'était une très bonne occasion. Et il m'a fait perdre 1 an, donc je n'ai pas pu faire de prévente, rien du tout. Donc je me suis tourné vers Escourbiac, sur les conseils de photographes locaux. Et là, je remercie encore Escourbiac, parce que c'est vrai qu'ils m'ont énormément aidé au niveau des conseils. C'est pas facile, surtout à distance, surtout avec le matériel informatique que j'ai. Donc ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont encouragé, parce que ça a duré plus de 6 mois, ce travail sur l'album, à partir d'une maquette, pour le finaliser. Et j'avoue que plusieurs fois, j'ai failli laisser tomber. Mais
Bon, Escourbiac m'encourageait, me dit non, il faut aller jusqu'au bout, il est superbe, il y a de quoi faire. Et ça, je les remercie encore. Alors, on n'est pas payé par Escourbiac et on n'a pas payé Denis pour faire les éloges d'Escourbiac. Non, c'est un pur hasard parce que, comme je disais à Julien, j'avais fait de la publicité pour les 100 plus belles photographies du Bénin à Escourbiac. Et c'est peut-être une semaine après que j'ai découvert, je ne suis plus sur Facebook ou sur le site, que c'était eux qui l'avaient imprimé. Donc... mais un jour, j'aimerais trouver un photographe qui dise quelque chose de négatif sur Escourbiac parce qu'on va finir par perdre notre crédibilité. Je peux en trouver, mais... non, parce que j'essaie de les... Le rendez-vous, c'est au festival de Montier-en-Der. Je passe, maintenant c'est devenu une habitude, je passe les voir sur leur stand. Donc, j'aimerais bien être encore bien reçu, quoi. Surtout s'ils ont du saucisson et du... Bon. Ils comprendront. Voilà. Dans ton processus pour la création de ton livre, est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Comment tu les as surmontées ? Alors les difficultés, oui, c'est déjà j'ai abandonné au bout d'un moment l'idée d'avoir un éditeur, donc c'était auto-édition. Difficultés techniques, déjà. Alors Escourbiac alors je peux faire de la pub, pour un logiciel qui est entièrement gratuit et qui est pour la mise en page qui s'appelle Scribus. Et ça, je le remercie parce que maintenant j'utilise Scribus. Je suis en train de sortir de préparer mon 4e album là, et il est là-haut. Et j'utilise Scribus. Après, oui, une des grosses difficultés, c'était de faire à distance. Je ne pouvais pas me permettre, comme je travaillais, d'aller sur Toulouse et pour voir en direct avec eux tout ce qui est colorimétrie et tout. Donc ça s'est fait par correspondance avec des essais de tirage et tout. Donc ça a été très long. Et puis, mon écran n'était pas calibré comme eux. Donc au bout d'un moment, j'aurais fait énormément confiance. Et le résultat, comme beaucoup, je tremblais lorsque le livreur est arrivé avec ses caisses. Et puis le résultat, ça va, il me plaît. Après les difficultés, c'est qu'il faut les écouler. La distribution est sans doute la partie la plus difficile et celle pour laquelle on en met le moins de préparation initialement. Tu les écoules comment, toi, tes livres ? Alors, je les écoule comment ? Déjà, la solution de facilité qui m'a permis d'en écouler pas mal, c'est tout ce qui est librairie, tout ce qui est médiathèque. Ça, à Lacchac, pratiquement toutes les médiathèques du sud du département, mais même à Moselle, même sur Lyon, bref. Chaque fois que je me déplace, j'ai toujours quelques ouvrages, et donc je peux en placer. À chaque fois on n'en place qu'un, donc 300 exemplaires, ça va pas très vite. Les libraires, oui, alors les libraires m'en prennent, pas tous, parce que c'est assez particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'album de photos pur, comme à Lacchac, c'est de moins en moins, entre guillemets, à la mode. Donc les libraires demandent beaucoup plus de récits. Moi j'ai du mal à écrire, donc c'est vrai que c'est surtout un album de photos. Alors, ça part un petit peu avec les libraires, mais assez peu. Après, une bonne partie des ventes, ça se fait à l'occasion de festivals, de conférences, de salons du livre. Mais c'est pareil, les salons du livre, ça devient extrêmement difficile. Et il faudrait aussi, mais ça c'est purement personnel, qui se remettent un petit peu en cause, parce que les salons du livre n'évoluent pas, ça devient un petit peu stagnant. Donc, ça s'écoule petit à petit. Je fais quand même une différence sur Al-Aqsa, qui est un album de photographie, format 4, et puis des petits albums de ma collection Poésie-Images, qui eux, sont beaucoup plus simples, sur un format beaucoup plus réduit, et eux qui remportent un beau succès. C'est pour ça qu'on va sortir le 3e opus, et qui permet aussi d'avoir un coût beaucoup plus accessible pour le public. Parce que pour le public aussi, il y a la crise du livre, mais investir dans des ouvrages chers, ça devient difficile. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un un photographe qui souhaiterait se lancer dans l'auto-édition ? Qu'il en parle à Miwa.
Il y en a plusieurs qui m'ont demandé lorsque j'ai sorti Al-Akshak. Bon, je fais partie d'un club photo sur Lunéville, pas très loin de Nancy. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit ouais, j'aimerais bien faire un livre aussi. Alors ils commencent par faire des livres uniques sur des sites COE, etc., pour pas les nommer. Mais ça reste qu'un ouvrage unique, avec une qualité de tirage quelquefois un petit peu discutable. Moi je l'ai fait effectivement pour faire mes maquettes, mais bon. La première chose que je leur dis, si tu veux gagner de l'argent en sortant des livres, déjà, ça va être difficile, parce que c'est un gros investissement. Et après, quand on n'a pas un réseau vraiment bien solide, c'est mon cas avec Al-Akshak, ça s'écoule que petit à petit. Alors il faut d'abord que ça soit un plaisir. Pour moi, un album, c'est une consécration. Moi, chacun de mes albums, ça a été une exposition, ça a été souvent un diaporama qui me sert de support pour des conférences, et ça devient un album en troisième étape. Alors, les conseils, c'est déjà aussi essayer de se regrouper pour pouvoir négocier. Alors, négocier avec les éditeurs, c'est difficile. Négocier avec les imprimeurs. Les imprimeurs, ils subissent aussi la crise. Et ça peut être intéressant pour eux d'avoir plutôt qu'un album à faire. Je vois par exemple Escourbiac m'avait dit, pour pas le nommer, vous sortez une collection, si vous avez 2, 3 ouvrages de cette collection, même différents, ça nous permettra aussi de tirer des tarifs. Donc si on se met à plusieurs, sur des formats à peu près les mêmes, ça peut être très intéressant. Il y a une autre solution qui me semble très intéressante, c'est des ouvrages collectifs. Être tout seul, c'est difficile, mais c'est le cas par exemple des 100 plus belles photographies du Bénin. Ah bah oui, là c'est plus simple pour les photographes vu que c'est nous qui avons tout fait. Voilà. Mais il y a, comme souvent, on est 3-4, ouais, on va faire un truc ensemble sur une thématique, et puis après, ça demande du boulot, ça demande la sélection des images, ça demande de faire des maquettes, ça demande de faire du texte, ça demande de prendre les contacts avec éventuellement les éditeurs, avec les imprimeurs, et puis après, il faut faire tout le travail du distributeur, c'est-à-dire effectivement aller faire les librairies, les médiathèques, les bibliothèques, les salons, etc. Ça en décourage pas mal. J'avoue jusqu'à présent, les quelques petits projets qui ont, mis à part les 100 plus belles photographies du Bénin, ça ne s'est pas réalisé. Mais je ne désespère pas. C'est toujours compliqué de travailler à plusieurs, ça prend du temps. Ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui encadre le tout. Mais oui, et puis il faut vraiment, mais ça on le voit dans le monde associatif, on le voit, faut pas non plus être de trop, mais être à 2-3, ça motive aussi. Moi je travaille avec un poète, donc on associe poésie et puis photographie. On se sent beaucoup plus poussé un peu au derrière, comme on dit, parce que voilà, on s'est fixé des échéances, parce qu'on a pris un engagement par rapport à l'autre. Ça marche des deux côtés. Et puis après, il va y avoir des échanges aussi, parce qu'il faut arriver à un consensus. La photo de couverture, moi je préfère celle-là, toi tu préfères celle-là, la police, c'est pareil, moi je préfère celle-là. Après il faut arriver à des consensus pour que ça nous plaise à nous, et puis tout en pensant qu'il faut que ça plaise aussi au public, aux futurs lecteurs. Et donc ça a aussi un petit peu cet avantage. Quand on est tout seul, par exemple, l'erreur que j'ai faite avec Al-Akshak, c'est effectivement de ne pas avoir mis plus de texte. Ça, je le saurais si un jour j'en sors un. Mais ça, c'est plus. Je ne sais pas si c'est la demande du public. C'est beaucoup la demande actuellement des éditeurs et puis des libraires. Il faudra un jour faire un sondage pour ça, parce que je sais que moi, les textes, j'aime bien en mettre un peu, mais pas trop non plus. Et je sais que quand je prends un livre photo en main, je vais pas forcément lire les textes. Nous, ce qu'il y a, c'est que nous sommes photographes, donc on va s'exprimer par l'image. Et puis les libraires, eux, ils ont la majorité de leurs livres qui sont des livres avec du texte.
Donc on n'a pas non plus la même vision des choses, mais ce serait intéressant de voir effectivement ce que cherche le public, vu que c'est à eux qu'on destine les livres principalement quand même. Donc si je résume, toi, tes conseils pour un photographe qui voudrait se lancer dans l'auto-édition, c'est déjà de prendre du plaisir à le faire, et si possible de s'associer avec quelqu'un pour faire un livre à deux mains ou à plusieurs. Et puis, par exemple, moi, je ne sais pas écrire. Le texte que j'ai fait, j'ai eu l'aide de pas mal de personnes qui ont repris mes textes. Et, parce que moi, j'écris un peu comme je parle. C'est beaucoup de débit, du coq à l'âne. Et trouver quelqu'un qui sait écrire, qui ne connaît pas forcément l'histoire des images, mais qui sait écrire, qui sait faire passer le message par les mots, c'est un art, il faut savoir le faire. Écrire est un métier. Oui. Tu nous parlais tout à l'heure d'un 4e ouvrage. On peut en savoir plus? Oh, mais c'est un secret. Allez, en avant-première. Non, donc on a avec mon ami poète, Philippe Mitre, qui est un poète lorrain. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, et donc on a créé cette petite collection qu'on a appelée Poésie Images. Donc on a sorti 2, alors c'est du format A5, c'est du petit format. Donc le premier c'était Crazy Nature, naturelle islandaise. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi on l'appelait Crazy Nature, parce que l'anecdote est dans le livre. Et donc comme ça a très très bien marché, on a décidé d'en sortir un c'est sur l'Islande, sur des photographies naturalistes, notamment animalières sur l'Islande. Et puis, on a sorti un, mais complètement différent. Donc ça, c'était plutôt mon ami poète qui s'en était inspiré. J'ai fait une exposition sur les portes, les fenêtres, tout ce qui est ouverture, vieilles façades, alors un peu partout dans le monde. Et puis, donc ça s'appelle Ouvrons les portes. Et alors, sachant que l'association est assez particulière, parce que j'avais commencé à travailler avec une poète qui faisait déjà des haïkus. Alors les haïkus, c'est difficile d'accès, c'est très technique. Donc je trouve que les textes de Philippe Mitre sont beaucoup plus accessibles. C'est des petits textes de 3, 4, 5 lignes, grand maximum. Et le principe, c'est on se donne une thématique. Moi, je regarde dans mon stock d'images, dans ma banque d'images, et je lui envoie, mais sans aucune explication. Parce que je me suis aperçu qu'avec l'autre poète, je lui racontais l'anecdote. On passait un temps fou, je lui racontais l'anecdote, et ces textes reflétaient l'anecdote. C'est-à-dire, elle répétait ce qui était dans l'image. Alors que Philippe Mitre, je lui envoie une photo, il ne sait pas où ça a été pris, il ne sait pas dans quelles conditions, il ne connaît pas l'histoire de l'image, parce que chaque image a une histoire, bien sûr. Et lui, c'est son inspiration, son imagination qui va marcher. Alors quelquefois, ça n'a rien à voir, mais ça colle parfaitement à l'image. Ou alors il va avoir un petit détail que moi, je n'avais même pas vu. Et le déclic d'ailleurs, ça a été lorsque j'étais au tout début des photographies sur des graphismes, notamment des graphismes naturels. Il n'y avait pas de texte au départ, il n'y avait même pas de titre. Et j'écoutais les visiteurs qui disaient « Ah, je vois ceci, je vois ceci, je vois cela ». Et des fois, c'était des visions complètement différentes. Donc on utilise cette technique et je ne le censure pas. Même si ça n'a rien à voir, je ne le censure pas. Bon, ça m'est arrivé une fois parce que c'était vraiment... Ça n'avait rien à voir avec la thématique de l'ouvrage. Mais donc là, le nouveau, ça va être sur les arbres. Ok. Voilà. Alors des arbres un petit peu des 4 coins du monde, et un petit peu sous toutes leurs formes. Voilà. Et ça va s'appeler l'arbre en face. Ok. Alors les livres de Denis vous pouvez les trouver sur le site collectionmiwa.com, et on va terminer cet épisode avec peut-être un mot de conclusion de Denis. Oh, quoi conclure? Déjà, je remercie Julien, je remercie Miwa parce que c'est une nouvelle rencontre, et je remercie pour son initiative, notamment les 100 plus belles photographies du Bénin, qui m'ont fait ressortir d'ailleurs mes vieilles photos du Bénin, et donc qui ne sont pas enterrées. Et puis sur cette superbe idée de créer un ouvrage à partir d'un concours. Et puis j'espère que ça va créer des liens. Comme j'ai dit à Julien sur Facebook, là, j'ai déjà quelques Béninois qui m'ont demandé à être en contact, à être amis sur Facebook. Alors pourquoi pas, on peut faire des échanges intéressants. Et puis déjà, on retrouvera, je l'espère,
Miwa au Festival Voyage. On sera là. Fin septembre. On sera là. Merci beaucoup, Denis. Mais c'est moi qui te remercie. Alors si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous laisser une note, un commentaire. Alors pour la note 5 étoiles, ça c'est vraiment super sympa. Et on vous retrouve bientôt avec un autre photographe, mais je ne sais pas quand, ni qui.